Bienvenue à la session scientifique du Département de Médecine familiale de l'Université d'Ottawa. La session se veut bilingue. Vous êtes invité à poser vos questions dans la langue de votre choix. Bonne session. Cette présentation sera enregistrée et est disponible sur la chaîne YouTube du Département de Médecine familiale. En poursuivant la session, vous consentez à être enregistré si votre caméra ou microphone est activé. This session is being recorded and will be posted on the Department of Family Medicine YouTube channel. By continuing the session, you are consenting to be recorded if your camera or microphone is activated. Nous sommes réunis aujourd'hui à partir de nombreux endroits différents et dans un espace virtuel. Mais nous désirons commencer par reconnaître les terres sur lesquelles se trouve le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, qui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Nous vous invitons à réfléchir à votre propre emplacement au Canada par rapport au territoire où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous reconnaissons aussi les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nimanajiananig, mamiwinini anishinabeg, ogo ka nagadawabandajig, iyo aki eko weshkad, akonongom egawikad ki migiwewaj. Nimanajiananig kakina anishinabeg undaje kaye ogog kakina eneagizijig, enekukamigak kanadang eje udapinagig endawajin udawang. We are gathered today from many different locations and in a virtual space, but we wish to begin by recognizing the land on which the Department of Family Medicine at the University of Ottawa is located, which is part of the traditional unceded territory of the Anishinaabe Algonquin people. We invite you to think about your own location in Canada in relation to the territory where you find yourself today. We also acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders, past, present, and future. Bienvenue, bonjour, good morning, welcome everyone. My name is Doug Archibald, and I'm the Director of Research and Innovation for the Department of Family Medicine. And it's my pleasure to welcome you to April Family Medicine Grand Rounds, brought to you today by Montfort and our postgraduate program. And I'll start things off by introducing our first speaker, first of three presentations today. Dr. Gaelle Bekolo Evina est chargée de cours au Département de Médecine, Familiale et membre du Bureau des Affaires Francophones à la Faculté de Médecine. Elle est hospitaliste à l'Hôpital Montfort, fait partie de l'équipe de Médecine familiale Clarence Rockland. Elle est également chercheuse Clinicienne à l'Institut de Savoir Montfort. Donc, merci pour les introductions. Je ne saurais quoi ajouter à cette introduction. J'ai eu l'opportunité de vous présenter un projet de recherche qu'on a complété l'année dernière. Et donc, le projet s'intitule en français « En quête d'équité, une étude nationale sur l'expérience des étudiants noirs en médecine ». Je vais juste bouger un petit peu ça ici. OK. On va voir si ça marche comme ça. Parfait. Donc, sans plus tarder, tombons un peu dans la problématique. Donc, la population canadienne se caractérise par sa diversité ethnique et culturelle croissante, dans le fond. Donc, près de 25% de la population nationale sont des personnes autochtones, noires et de couleur, dans le fond. Il y a plusieurs inéquités en santé qui sont observées au sein des populations racisées, notamment les populations noires. Dorénavant, le racisme est considéré comme un déterminant social de la santé. La représentation des minorités ethniques en médecine est associée à une meilleure satisfaction, un meilleur accès aux soins de santé et une diminution des barrières linguistiques et culturelles pour les patients issus des minorités ethniques, dans le fond. Donc, bien que ce ne soit pas pratique courante de faire le prélèvement des données ethnoculturelles au Canada, aux universités, les études qu'on a, qui sont disponibles présentement,
démontre une disparité dans l'accès et dans la représentation des minorités ethniques en milieu universitaire. Notamment, les étudiants noirs sont sous-représentés en médecine, selon un recensement fait par un échantillonnage fait par Cannes en 2020, il représenterait à peu près 1,7% de la classe de médecine au Canada, comparé à 6,4% de la population du même âge d'enfants. Et donc, en fait, pour augmenter la diversité en médecine, c'est important de comprendre quelles sont les barrières à l'inclusion. Et pour comprendre cela, et examiner l'expérience des étudiants noirs en médecine est un processus essentiel. Parfait. Donc, notre étude. Donc, la littérature décrit que le racisme peut opérer à plusieurs niveaux, au niveau interpersonnel, institutionnel et systémique, et on utilise souvent l'iceberg comme métaphore pour conceptualiser ces mécanismes et pour comprendre que ça va vraiment bien au-delà des phénomènes visibles, des préjudices visibles d'un individu à l'autre, dans le fond. Et lorsqu'identifiés, ces phénomènes visibles sont même moins prévalents que ceux qui sont plus subtils, et ceux qui sont subtils sont assez prévalents et souvent plus préjudiciables également. Et donc, la discrimination peut s'exprimer autant au niveau interpersonnel qu'au niveau institutionnel et systémique, dans le fond. Et ça peut s'exprimer au niveau interpersonnel dans les interactions, mais également au niveau institutionnel et systémique à travers les politiques ou encore l'absence de politiques qui adressent le racisme ou la discrimination envers les populations racisées. Et donc, notre étude cherche donc à caractériser les expériences de discrimination des étudiants noirs en médecine au Canada. Et la question de recherche qu'on a posée, c'était est-ce que les étudiants noirs en médecine au Canada sont confrontés à de la discrimination? Et si oui, quelles sont ces expériences-là? Donc, pour ce faire, on a fait une étude transversale descriptive. Nous avons utilisé un questionnaire quantitatif avec des questions ouvertes. Il était anonyme et il comprenait exactement 63 questions divisées en 8 domaines fiables, soit l'inclusion académique, clinique, la discrimination, la résilience, le bien-être, l'avancement de carrière, le phénomène de minority tax qui se décrit comme étant en fait le fardeau, la contrainte d'être ambassadeur pour la diversité. Également la diversité en éducation médicale. Enfin, le recrutement s'est fait à travers l'association canadienne des étudiants noirs en médecine, ou la BMSAC qu'on appelle, et nos critères d'inclusion étaient les suivants, donc s'identifier en tant qu'étudiant noir, et être étudiant inscrit à une des facultés de médecine canadiennes ou résident de première année ayant complété gradué en 2020, étant donné que l'étude commençait, le recrutement des participants s'est fait en janvier 2021. Parfait. OK. Donc, nos résultats étaient les suivants. Donc, par rapport aux données sociodémographiques, donc on a eu un total de 52 participants sur l'association BMSA comprenait à peu près 128 membres au moment de l'étude. Et la démographie était justement donc 3 participants sur 4 étaient des femmes. Après ça, dans le fond, on avait de la représentation à travers les 4 régions de l'Ontario, Québec, l'Ouest canadien et l'Atlantique. Et un autre fait intéressant, c'était justement que la plupart des étudiants étaient issus d'un niveau économique moyen à élevé également. Donc ça, c'est pour les données démographiques. Maintenant, pour les données, pour la question de recherche en tant que telle, donc lors de vos études à l'école de médecine, avez-vous vécu de la discrimination? Et donc, justement, on a vu qu'à peu près 6 étudiants sur 10 ont rapporté avoir vécu de la discrimination interpersonnelle. Il rapportait justement qu'elle venait des patients, donc de façon croissante, de façon décroissante, d'abord des patients et des pairs, et dans un deuxième temps, elle venait du corps professoral au niveau clinique, au niveau académique, et finalement du personnel hospitalier infirmière dans le fond. On a également essayé de comprendre si le support institutionnel qu'ils ont reçu. Et donc, par rapport à cela, on voit justement que la majorité des participants n'ont pas rapporté ces événements-là. Et près de 30% ont cherché du support institutionnel et 27% ont reçu du support institutionnel. Donc, on a fait des analyses corrélationnelles sur des résultats descriptifs
initiaux. Et donc, ce qu'on a observé également là, c'était qu'il y avait une association significative entre le nombre d'années d'études en médecine et le taux de discrimination. C'est-à-dire que plus un étudiant, plus longtemps il avait été en médecine, plus il allait rapporter un taux de la discrimination. Donc, ceux de 4e année ont rapporté plus que ceux de 1re année, dans le fond. Une autre chose qu'on a observé également, c'est qu'il y avait une association, il y avait une association significative, il y avait une différence significative entre les différentes régions par rapport aux proportions d'étudiants qui ont reçu du support institutionnel lorsqu'ils sont confrontés à de la discrimination à leur faculté. Donc, les provinces qui en avaient vraiment, qui avaient le meilleur, chez qui les étudiants rapportaient avoir reçu le plus de support institutionnel étaient les provinces de l'Atlantique. Et celles chez qui les étudiants rapportaient avoir reçu le moins de support, c'était les facultés de l'Ontario et de l'Ouest canadien, dans le fond. Donc, les autres résultats qu'on avait également examinés, c'était les autres domaines. Et donc, on voit que la plupart des étudiants ont rapporté des expériences positives par rapport à l'inclusion académique et l'inclusion clinique, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait à peu près 2 participants sur 3 qui ont rapporté s'être sentis intégrés et inclus au sein de leur équipe en milieu clinique et en milieu académique, dans le fond. Il y avait également une majorité de participants qui ont rapporté de la résilience, c'est-à-dire que ayant été confrontés à la discrimination, ils se sentaient quand même confiants de leur capacité en tant qu'étudiants en médecine et se sentaient quand même, ils sentaient que leur avancement de carrière n'était pas affecté de façon à long terme, dans le fond. Donc, pour ce qui est des autres domaines, dans le fond, la plupart des étudiants rapportaient des expériences négatives pour ce qui est de la discrimination, telle que mentionnée tout à l'heure, pour le bien-être, par rapport au bien-être, et c'est-à-dire que la plupart rapportaient des symptômes de surmenage, par rapport à l'avancement de la carrière, par rapport au phénomène de minority tax, donc par rapport au fardeau, à la contrainte d'être ambassadeur pour la diversité, et en fin de compte également par rapport à la diversité en éducation médicale, dans le fond, dans la présence de diversité au sein du corps professoral et dans les contenus d'enseignement. Voilà. Et donc, les autres résultats secondaires non en lien avec la discrimination étaient justement qu'il y avait une proportion d'étudiants noirs de 1re année, une diminution significative de la proportion des étudiants qui rapportent qu'être noirs affecte négativement leur avancement de carrière. Donc, ceux de 4e année le rapportaient moins que ceux de 1re année, dans le fond. Parfait. Donc, en conclusion, notre étude démontre que les étudiants en médecine au Canada sont confrontés à de la discrimination lors de leur parcours académique. À ce jour, les connaissances sur les expériences de racisme vécues par ces étudiants restent limitées. Et donc, notre étude visait vraiment à combler cet écart de savoir-là. Et donc, c'est un peu un rappel de l'importance d'adresser le racisme en éducation médicale. Et ça permet aussi d'offrir quelques pistes de solutions pour des stratégies antiracistes futures, tout simplement. Parfait. Donc, les limitations de notre étude, donc, bien que l'association BMSAC, l'association des étudiants noirs du Canada, estime avoir la majorité des étudiants noirs au Canada, le nombre précis n'est pas connu. Donc, le taux de réponse et la représentativité de notre échantillon est non établi parce qu'on n'a pas les chiffres de la FMC. L'approche quantitative utilisée pour le questionnaire et pour ce volet de l'étude limite la compréhension du vécu des participants. Et également, il s'agit de la première étape de validation du questionnaire, dans le fond, qui a été bâti à partir de plusieurs questionnaires validés pour l'expérience des minorités ethniques en milieu universitaire. Parfait. Donc, quelques pistes pour des travaux futurs. Donc, à quoi ressemble le futur et qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans le fond, en termes de recherche? Donc, c'est sûr que ce serait avoir des études plus robustes qui permettent davantage de comprendre et d'adresser les inéquités pour les minorités ethniques. Ça reste nécessaire. Et bon, c'est sûr que le racisme interpersonnel, c'est un volet, mais des études qui visent justement à comprendre l'ensemble des manifestations du racisme institutionnel et systémique sont vraiment nécessaires pour avoir une compréhension globale en fait, du phénomène et ainsi vraiment établir des stratégies efficaces et durables dans le fond.
Donc, je ne saurais finir cette présentation sans remercier toute l'équipe derrière. Donc, c'est sûr qu'il y a tous les auteurs du projet. En plus de ça, il y a la MUM qu'on souhaite remercier, les Affaires francophones, la BMC, l'Association canadienne des étudiants noirs en médecine. Et un gros merci également à Dr Abdoulaye Gaelle et Sarah Mwamba, des sociologues qui ont contribué aux diverses étapes de ce projet avec leur expertise. Donc, gros merci à tout le monde, gros merci à eux. Et puis la biographie. Et puis, je suis ouverte pour toute question. Merci. Merci, Gaelle. Très bien. That was a fabulous presentation. We'll probably be able to take questions. We've got time for a few. Can ask in French or in English. I'm sure we can handle both. We can. I think Dr. Seal, I don't know. Perfect. Hey, Gaelle, that was great. I really appreciated that. Just looking at the institutional effects and roles, and do you have any thought of maybe looking at, since we now have, the Office of EDI, if that has any role, or can you then correlate whether there's been any improvement or plans for improvement since that office has come in the last few years? Just going to ask for your comments on that. Yes, so thank you for this great question. Indeed, I think the EDI the University of Ottawa is, one of the universities that has an EDI office and that is quite invested and that has that is implicated, that offers multiple services and resources. And so definitely, I think it's a good start because it's allowing us to do an environment scan to fully understand what the context is in the University of Ottawa. And it's only by doing these kind of scans that we're able to target key solutions that are specific to our setting. And so definitely these are in process. I think there's a lot of, with the curriculum renewal right now, there are a few initiatives in terms of, ensuring that we have a longitudinal anti-racism curriculum inserted in our, in the medical education training. And I think that's just one of many, right? Along with other training in terms of implicit bias. So I think, we're laying the right foundation right now. And now it's just a matter of putting a foundation that is relevant and that is specific to the local needs so that it actually ends up making things better on the long run. But it's not a race, it's a marathon, and that's what we're doing. So I think that's a great step. Yeah. Thank you. I think, donc, je vois une deuxième main levée. Je vois que c'est Madame Lise Djéré. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, bonjour. C'est Gaelle, hein, c'est ça? Je m'excuse, j'ai un petit peu de misère, j'ai du soleil là, qui est dans le chemin. Alors, oui, c'est ça, Lise Djéré, je suis titulaire de la chaire en médecine familiale ici à l'Université d'Ottawa et l'Institut de Savoir Montfort. Alors, félicitations pour le travail dont les résultats sont assez quand même, je dirais, choquants, là, si on regarde l'expérience dans ce segment-là de la population étudiante. Alors, je voulais vous demander quels sont vos projets pour publier ça, parce que je pense que ce sont des travaux qui doivent être partagés. Et si vous avez besoin de soutien, je voulais vous offrir là, la possibilité justement d'avoir de l'aide aux besoins, mais je pense que vous êtes déjà très bien entouré. Mais c'est quoi vos projets pour publier? Donc, définitivement, merci beaucoup d'amener ce point-là et de me tendre la main de cette façon aussi conviviale. Donc, définitivement, le plan est de publier. Donc, on est en attente de certaines réponses. Donc, c'est sûr que, bon, on verra un petit peu ce qu'on aura comme réponse au courant du prochain mois, j'espère. Et dans l'éventualité où ça n'aboutit pas favorablement, on va définitivement élargir nos ressources et je n'hésiterai pas de vous rejoindre, j'imagine, par courriel à travers l'Institut oui, tout à fait. du Savoir Montfort. Et puis, oui. Bon, voilà, c'est un peu là, ce stade-là qu'on est. Donc, on a jeté le bateau. Excellent. Donc, avez-vous soumis un manuscrit, c'est ça? Oui, il y en a 5. Oui. Parfait. Donc, on vous gardera au courant, c'est sûr. Parfait, merci beaucoup. C'est bon. Moi, j'aurais une question, si on a le temps, Doug. Yeah,
One more. OK. Gaelle, moi, ça fait maintenant 34 ans, je suis en médecine. La discrimination que tu décris auprès des étudiants noirs, c'est quelque chose, puis je ne veux pas minimiser la discrimination, là, mais c'est beaucoup quelque chose que nous, les femmes en médecine, on a eu il y a X nombre d'années. Est-ce que vous avez pensé regarder un peu comment, parce qu'il y en a encore un peu pour les femmes, là, mais comment ils ont réussi à diminuer ça? Parce que ce serait peut-être des leçons apprises, parce que je pense que quand tu es une minorité, tu es une minorité. Là. Alors, ça serait peut-être intéressant de voir qu'elles autres ont fait pour essayer de voir pour que cette discrimination-là soit un peu moins forte maintenant pour les femmes qui étaient beaucoup. Parce que moi, je me suis fait traiter de tout sauf un médecin jusqu'à temps que, je ne sais pas, alors ça a pris du temps. Là. Alors, ce serait peut-être intéressant de voir s'il y a des leçons que vous pouvez apprendre là-dessus pour essayer d'aider plus rapidement là, pour ton marathon. D'accord. Merci beaucoup pour ce point-là. C'est sûr que il y a définitivement des éléments à prendre en compte. Donc, il y a d'abord la sensibilisation. Je crois que avant 2020, c'était un peu un phénomène un peu tabou, disons. Et donc, je crois que c'est un petit peu là où on en est. Donc, c'est juste de faire sortir un peu ça du tiroir, tout simplement, et pour vraiment comprendre que c'est un peu plus une introduction à la résolution de problèmes, plus qu'autre chose. Et après ça, dans le fond, en termes de, je ne pourrais pas vraiment élaborer sur les stratégies qui ont été utilisées pour la discrimination de genre. Je sais que le fait qu'il y ait eu une augmentation de la représentation, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, je ne saurais dire, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais regarder un peu plus en détail dans le futur également. Merci pour cette vision-là. Merci. Merci, Gaelle. Sorry, I think we're going to have to move on. Sharon, if you could put your question or comment in the chat, and anybody else that wants to continue the conversation, please do. Très bien, Gaelle. That's wonderful. Our next presenter, Dr. Lynn Pitre, d'étudiant, doctorate en médecine de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'une maîtrise en éducation médicale et un certificat de leadership en éducation médicale. Dr. Pitre est directrice de l'enseignement médical à l'Institut de Savoir Montfort, ainsi que vice-présidente de l'Association des médecins universitaires de l'Hôpital Montfort depuis 2017. Bonjour Lynn, bienvenue. Alors, moi, je vais présenter ce projet-là que j'ai fait, ça vient de mon besoin quand j'étais directrice de site, là, quand je regardais les feuilles de route qu'on a développées, puis tous les commentaires que les patrons écrivaient, puis quand j'avais des résidents en rémédiation, que je devais essayer de trouver la progression ou les erreurs ou quoi que ce soit, c'est un petit peu difficile. Alors, on a décidé de développer un outil pour essayer d'améliorer la qualité écrite des médecins-précepteurs de l'unité de Montfort en utilisant les feuilles de route. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, le projet a été mené avec Manon Denis Leblanc, moi-même, il y a Ed qui est ici, et Marjorie aussi, qui était de nos gens qui nous ont aidés. On a eu quelques résidents aussi. Alors, l'introduction, comme je vous dis, c'est à Montfort, on utilise la rétroaction écrite sous la plateforme de feuilles de route du DFM, qui est la même que tout le monde, qui est excellente. Mais pour être efficace, il faut souvent que les commentaires que le précepteur écrit soient compréhensifs, soient clairs, soient basés aussi sur les rôles CanMed. Et on a remarqué qu'on n'était vraiment pas bien outillés pour pouvoir bien remplir cette feuille de rétroaction. En plus, on a demandé le point de vue des résidents. Et les résidents nous ont dit que 42% des résidents se sont dit peu satisfaits de la rétroaction écrite. Alors, on trouvait ça triste qu'on écrit, mais ça les aide pas. 52% affirmaient que la rétroaction écrite ne leur permettait pas vraiment de bien comprendre c'était quoi leur difficulté d'apprentissage. Et 47% mentionnaient que ça fournissait aucune piste de solution pour réduire l'écart de la performance. Alors, autant que l'outil de feuille de route était bon, notre rétroaction écrite ne répondait pas aux besoins des résidents. Et plusieurs disaient qu'ils voulaient vraiment une rétroaction efficace. C'était un besoin. Et ceci est sorti du projet de recherche de Marissa Philippe qui parlait de la perception des résidents de l'Hôpital Montfort sur la rétroaction écrite. Alors, nous, basés un peu là-dessus, on s'est dit, mais ça cause vraiment un problème si l'outil qu'on utilise n'aide pas la clientèle qu'elle doit aider.
Alors, notre objectif était de concevoir un outil sous la forme d'un guide d'évaluation critériée du développement des compétences CAN-MEDS-FM dans le but d'améliorer la rétroaction écrite. Alors, la phase 1, on a fait une revue de littérature et on a développé notre outil que je vais vous montrer maintenant. Alors, nous, on est super contents. Ça s'appelle le guide d'évaluation critériée. On l'a sorti en novembre 2020, en même temps que la pandémie, donc ça n'a pas paru. Juste vous montrer que c'est vraiment basé sur tous les rôles CAN-MEDS et pour chacun des rôles, on a divisé des comportements qu'on recherche lors de supervision. Alors, par exemple, le rôle professionnel, c'est démontrer un rôle professionnel en supervision. Communicateur, c'est la tenue du dossier, la qualité de l'écoute, la qualité de gestion de l'entrevue. Le rôle érudit, c'est l'autonomie dans son apprentissage. L'expert en médecine, c'est comment faire une bonne histoire, un examen. Alors nous, ce qu'on voulait arrêter, c'est les commentaires « bonne histoire, bon examen ». On trouvait que c'était vraiment pas utile, alors on a décidé de voir si on peut avoir plus de détails. Alors, on a tous les rôles. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu notre outil qu'on a fait. Alors, comme on est par compétence, pour être compétent, tu dois devenir autonome dans la compétence ou que tu dois atteindre. Alors, on a pour ici le rôle de communicateur. Un exemple d'un résident qui ne serait pas autonome, si tu as une faible attention aux informations fournies par le patient, quand tu ne te concentres pas sur les informations que le patient te donne. Alors, ça donne des mots au patient, au lieu de dire qu'on disait que tu n'écoutes pas, on est capable de mettre en détail qu'est-ce qui s'est passé. Versus un étudiant ou un résident qui est bon en communication, tu peux dire que tu écoutes activement le patient et tu es capable de déceler les indices non verbaux. Alors, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça serait pour le raisonnement clinique. Alors, quelqu'un qui n'est vraiment pas autonome, c'est que tu n'es pas capable de reconnaître les indices graves, tu ne recherches pas les éléments clés. Alors, ça, c'est quelqu'un qui ne serait pas autonome. Versus quelqu'un qui serait partiellement autonome, tu es capable de reconnaître un peu les indices, mais ton différentiel est parfois trop large ou est parfois trop incomplet. Alors, ça peut nous aider le résident à avoir un peu plus de détails. Ou au contraire, quelqu'un qui est vraiment rendu autonome, c'est qu'il est capable de considérer un éventail d'hypothèses diagnostiques fondées sur la prévalence du problème. Alors, ça nous montre, avec le commentaire que tu as écrit, où tu peux placer ton résident. La même chose ici pour le côté technique. Alors, ce qu'on a fait pour la phase 2, c'est qu'on avait déjà cet outil-là qu'on a fait. Donc, on a décidé d'essayer en utilisant les précepteurs de Montfort, on a fait du recrutement entre octobre 2020 et janvier 2021. On a eu 23 précepteurs qui ont accepté de rentrer dans l'étude. Et ce qu'on a fait entre octobre et janvier, c'est de façon périodique à toutes nos réunions de précepteurs, c'est montrer l'utilisation de l'outil. On a fait quelques formations juste pour voir comment que les gens pourraient utiliser l'outil. On a aussi regardé les feuilles de route écrites avant l'outil, alors de juin à septembre 2020, et les feuilles de route écrites après l'outil entre janvier et mars 2021. Et on a fait une analyse. Alors, on était très contents de voir qu'on a pris 3 critères, en fait, pour analyser les feuilles de route. Alors, les feuilles de route du DFM sont quand même très demandantes. Il y a beaucoup de choses à remplir. Alors, pour nous, une feuille qui était complète, c'est une qui avait 1 ou 2 rôles d'inscrits de CAN-MEDS, parce que plusieurs patrons ne mettaient pas des rôles, mettaient juste des commentaires. Une feuille incomplète, c'est qu'il n'y aurait pas de rôle décrite. Et une feuille inadéquate, c'est qu'il n'y avait juste pas de commentaires. Alors, quand on regarde près, on voit qu'il y avait quand même 50% des feuilles qui étaient complètes, mais ça le montait à 92 après les sessions. Les feuilles incomplètes, il y en avait 32 et ça l'a baissé à 6. Et les feuilles inadéquates avec aucun commentaire, on passait de 28% à 2%. Et tout ça, c'était significatif. Alors, pour nous, on trouvait qu'avoir donné un outil, probablement que ça a incité les patrons à mieux remplir les feuilles de route. La rétroaction était beaucoup plus spécifique après. Les alors ça a monté de 59 à 92 et la rétroaction non spécifique ou pas écrite, ça l'a baissé quand même de façon assez impressionnante, là, de 28 à 3% ou de 13 à 5%. Alors tout ça, c'était, sauf la dernière, là, tout ça était quand même significatif. Alors on a trouvé que ça faisait peut-être une différence. Quand on regarde les rôles qui ont été plus notés, il y en a 3 qui sont ressortis. Le rôle de communicateur, d'expert et de professionnel. Et c'est exactement les mêmes rôles qu'on a vus qui étaient ressortis dans la littérature.
Ça ne l'a pas nécessairement augmenté, ça ne l'a pas fait de différence. Mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'on est consistant et ces 3 rôles-là sont probablement ceux qui sont beaucoup plus faciles à évaluer dans un bureau, dans une clinique. Dur d'évaluer le rôle de collaborateur ou promoteur de la santé quand tu n'es pas nécessairement avec ton résident tout le temps. Les deux, bien, des fois, les résidents n'ont pas grand-chose d'être un leader en bureau. Puis érudit, bien, on ne le fait pas vraiment non plus en clinique. Alors, on trouvait que c'était bien, mais là, notre but, ce serait probablement de stimuler les précepteurs à reconnaître les autres rôles aussi, dépendant de ce qu'ils font leur feuille de route. Alors, la conclusion, parce que je parle très rapidement, je pense, je n'ai pas réalisé que j'avais autant de temps. Alors, notre conclusion, c'est qu'on pense vraiment que maintenant qu'il y a eu un guide, que les patrons peuvent l'utiliser, ça leur a permis de mettre des mots sur les choses qu'ils voulaient dire. On essaie, parce que c'est ça qui est très important pour le résident, c'est de comprendre pourquoi la rétroaction est donnée et donner des pistes. Alors maintenant, si mon patron met que je suis autonome parce que je fais telle chose, c'est bien. S'il me dit que je ne suis pas autonome parce qu'il me manque telle étape, là, ça montre vraiment bien quelles sont les étapes que le résident doit faire pour devenir autonome. Alors, on trouvait que ces mots-là ont aidé vraiment beaucoup. D'autres projets, par exemple, devraient être faits parce que c'était fait quand même juste sur un petit groupe. C'était juste fait sur les précepteurs à Montfort. Ça a juste été fait en français. Ça a été fait seulement sur 3 mois. Puis on s'entend aussi avec la pandémie que probablement les précepteurs auraient peut-être fait mieux ou moins bien s'il y avait eu plus de temps. Et c'est sûr que nous, on a juste la version des résidents au début, avant qu'on fasse le projet de feuille de route. Alors là, on aimerait beaucoup refaire le même genre de sondage auprès des résidents pour voir ce qu'ils trouvent maintenant, que si on s'améliore, nous, dans nos commentaires, est-ce que eux, la perception de la feuille de route, comment bonne elle peut être, est-ce que ça s'améliore aussi? Alors, c'était ça le but. Le but de notre étude, c'était de donner un outil à nos précepteurs pour pouvoir être meilleurs dans la rétroaction écrite qui est si importante pour les résidents. Alors, ça, c'est un peu notre référence. Puis comme je vous dis, je ne sais pas si vous avez des questions, mais ça, c'est très rapide. On est en publication. On l'a envoyé au CMEG, là, alors on va voir si ça va être publié ou non. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci, Lynn. Très bien. Another excellent presentation. We do have some time for a few questions. So again, please ask away, French or English. Un des points qu'on aurait aimé, mais que je ne suis pas sûre qu'on a les sous, c'est que si c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et que Ed et Claire aiment, nous, on aurait aimé ça l'incorporer dans les feuilles de route. Comme ça, tu peux juste cliquer. Ça serait beaucoup plus facile là, parce que là, il faut faire un copy-paste si on veut le commentaire, mais qu'on puisse le cliquer pour avoir vraiment être capable d'aller chercher ce qu'on veut dire pour que les feuilles de route soient meilleures pour les étudiants. Oui, Ed? Oui, c'était effectivement ça, Lynn. Je pense que ça vaut la peine de peut-être parler à Kendall, parce que Kendall est toujours impliqué dans les feuilles de route, chaque jour presque. Ça vaut la peine de communiquer avec lui comme directeur d'évaluation pour voir où ça se rentre, parce qu'il serait extrêmement intéressé et aussi tout le monde, parce que ça ferait 2 choses vraiment, d'avoir les feuilles de route plus exactes et plus utiles, mais aussi peut-être plus efficaces et plus vite. Parce que au lieu d'avoir la nécessité de chercher ces idées, ils sont là. Déjà, excellent. Merci. Oui, Lina? Merci, Lynn. Excellente présentation. J'ai aimé le fait que tu dis que tu veux que ce soit ailleurs qu'à Montfort, au groupe de précepteurs. Mais avez-vous aussi considéré au niveau du premier cycle? Parce que je pense que c'est un défi qui se présente aussi, même si ce n'est pas nécessairement la même feuille de route. Souvent, on cherche les mots, on a l'impression de savoir où est le bobo, mais on a de la difficulté à l'exprimer convenablement à nos apprenants. Puis je pense qu'il y aurait une belle opportunité de soit adapter ça ou de faire quelque chose pour les étudiants du premier cycle aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été songé de la part de votre équipe?
Ben, pas de la part de l'équipe, mais moi, c'est quelque chose que j'ai changé aussi parce que j'ai exactement le même problème quand on a nos étudiants. Là, quand tu relis les lettres, là, les commentaires sont toujours good job, il est fin, il est beau, il est gentil. Là. Alors, je pense que oui, je pense que c'était quelque chose qu'on pourrait peut-être s'asseoir avec toi pour voir si en médecine familiale, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter. Je pense que ça serait vraiment bien, vraiment bien. On serait heureux d'organiser ça avec vous. Merci. Excellent, excellent, ça serait bien. I'll jump in. Alors, félicitations, Lynn. Je pense que, bon, ça c'est un très, très bon exemple d'une étude. Bon, c'était petit in one sense, mais avec des réponses et puis your answers, les résultats étaient vraiment intéressants, importants, avec un impact. Alors, très, très bonne étude. Je trouve, comme Lina, que c'est intéressant de penser au point de vue du vocabulaire qui est introduit avec la précision que vous avez mis dans les in the notes. Alors, je vous encourage de continuer avec ça. Et le département, je serais très intéressée de supporter more studies et puis aussi d'aider disséminer, de partager les résultats que vous avez. Alors, félicitations, un projet important dans l'aspect de l'éducation médicale. Alors, keep going. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être en profiter pour remercier là, justement les Affaires francophones et AMUM qui nous ont aidés là, pour ça, et aussi le Collège des médecins de famille parce que j'ai eu une bourse pour faire la première partie d'études, le projet d'érudition du Collège des médecins de famille. Alors, merci à tout ce beau monde-là. Simone. Oui, merci. Lynn, c'est formidable. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait utiliser ce genre de rétroaction plus largement avec n'importe quelle personne qui se rapporte à nous. En fait, je trouve que ça serait vraiment utile. Mais ma question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut arrimer le travail que vous avez fait avec ce qui se passe dans le secteur anglophone, le reste du département. Alors, Montfort, c'est le secteur plutôt francophone. Qu'est-ce qui se passe dans le côté anglophone? Est-ce qu'on peut arrimer nos avancées? Sûrement. J'ai l'impression, écoute, ce qui se passe chez nous ne doit pas être tellement différent d'ailleurs. Je veux dire, les précepteurs n'ont pas plus les mots, ben, à moins qu'ils sont meilleurs, là, mais je ne suis pas sûre qu'ils ont plus les mots. Alors, je pense que ça vaut la peine de soit traduire l'outil ou soit faire un peu le même genre d'études pour voir, parce que je pense qu'un précepteur, c'est un précepteur. On sait ce qu'on veut écrire, mais des fois, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Puis, alors, je pense que le problème est semblable, mais je présume. Ça serait bien d'avoir une évaluation des étudiants aussi. Oui. Du nouvel outil. Formidable, hein, vraiment bien. Oui, merci. Well, merci, Lynn. Again, we're going to move now to our third presentation, but please, if there's any questions for Lynn or any comments as you think of them, please put them in the chat. We'll move to our third presentation. We have two speakers. Dr. Ed Seal completed his residency here at Ottawa in 1994, followed by PGY 3 in emergency medicine. He's a community family physician working in a group practice in Orleans and has been our department's postgrad medical education program director since 2018. Dr. Keith Wycliffe Jones is a clinician educator, associate professor and director of the continuing professional development and engagement with the Department of Family Medicine at the Cummings School of Medicine in Calgary. He's also the current chair of our College of Family Physicians of Canada Postgraduate Education Committee and past chair of the college's Residency Accreditation Committee. And Keith is coming to us today from Calgary, so it's been a bit of an early start for him, and a special welcome to you, Keith. So without further ado, I think, Keith, you're going to share your screen, and away we go.
Bonjour tout le monde. Et juste pour vous dire que mon rôle ici ce matin comme un participant dans ce projet, c'est vraiment d'introduire Dr. Wycliffe Jones, qui est vraiment le mover and shaker de ce projet. Il est incroyable, mais malheureusement, pour lui aussi, il est en train de comprendre absolument rien de ce que je dis probablement maintenant. So we're going to switch to English. And so this is a truly bilingual university, and this just proves it right here this morning. So good morning, everybody. So what we wanted to do this morning is talk in the 50 minutes that we have allotted to talk a little bit of our family medicine professional choices, the new exam that 6 schools ran with this year. It's a new situational judgment test for family medicine resident selection. So we can move forward. So it's a big team, and I just wanted to, and I think it's important to just point out some of the people that are involved here, so you understand sort of the complexity of the team. It is, as mentioned, there's the mover and shaker of Dr. Wycliffe Jones, who's our guru and our team dad, and make sure that things move forward. But it's really his brain that has brought a lot of this together. And he's had the helping hand of Dr. Michel Moros from the University of Alberta, who's the new program director. And the team is quite big. I think just to point out that we've had an incredible international affiliation with Dr. Washbrook and the team at the work psychology group in the United Kingdom, who've helped us with the psychometrics and a lot of the planning and the evaluation of the study. So we want to thank her. And Dr. Washbrook is actually here today from England. So the University of Ottawa is not just national, it's international. Remember that, everybody. Finally, I wanted to just say a quick thank you to Alain Papineau from Montreal, just because he's been instrumental in talking about being bilingual, translating the materials for the exam. In terms of relationships and conflict of interest, I, as you know, have none, never. I don't have any conflicts, and neither does really Dr. Wycliffe Jones. I think the only thing is, like myself, he's affiliated with the university, but also with the Alberta Health Services. He has some education research grants from Alberta Health Services. So just to set the stage here a little bit and to understand a bit what we're talking about when we talk about situational judgment test, I think we need to know the background a little bit. What are the drivers, and why did we come to develop a new situational judgment tool for use in family medicine residency selection? So look at the background to understand the psychometric performance of the test, because it is a complicated new test. It's a new kid on the block. I think we need to know a little bit of how it works. And I think related to a little bit about what Gaelle was talking about this morning, you may or may not be interested in some of the importance around the demographic group differences in the scores and how some of that was accounted for and looked into, Gaelle. So, and the rest of the group, obviously, but I think it may be interesting for you. And then we're going to talk about next steps. So the cool photo, I get to talk about the cool photo in terms of the Formula One racing car a little bit. What are the drivers for change? Well, I think we're going to step back a little bit and talk about what are my desires and what are my drivers for change. I think I've got to be careful when I use the term my desires in terms of a group of 50 people. So I'll just be a little bit more careful when I choose words. But drivers for change, one of the reasons why I hooked onto this group was because you are probably, most of you on this call are like me in a way. We've been involved in the selection process for many years, and we've noticed some problems with that. It's never been the easiest process. We've always second guessed our decisions. We've wondered, could this not be easier? Could this not be more accurate? And could this not be more fair? In other words, we dealt with a problem that most of us would call inexactitude. And that it's not an ideal situation. So why did we change? Well, for a number of reasons. Could we not have a more rigorous selection process? So we know from the literature that if, at the very best, if there is information,
it is inexact and it lacks evidence. And most of the time there isn't evidence. So not only is if evidence is there, it is poor evidence, and most of the time it doesn't even exist when we look at selection of residents into residency programs, selections of applicants into residency programs. The process itself isn't very transparent. And that's one of the things, even within a program, when we look at different sites, we do things slightly differently. The information that we choose, we try our best to be open and upfront, but it's not always that possible. And definitely between programs, that's a problem. But as Dr. Wycliffe Jones pointed out a couple of years ago, I guess it was 2018 in his study, even if you provide different universities with the exact same information, the rank order lists and whether or not somebody would be selected will be completely different. There's absolutely no correlation between whether they get selected or not, even if you give everybody the exact same buckets of information. Finally, we all know that selection is an unbelievably expensive process. It's a highly resource taxing and hard on not only the departments themselves, but on the residents and the environment. It's an expensive and difficult and environmentally challenging process to select incoming family medicine residents. And I think maybe the last thing I would say is a lot of the drivers for change came from a huge environmental scan that the Family Medicine Selection Working Group, which consists of a number of program directors and other family medicine leaders across the country, looked at a few years ago. They came up with, after doing an extensive environmental scan, 13 different recommendations in terms of improving the selection process. And one of them was the situational judgment test. And that was the one we decided to focus on. So we'll talk about that. And the last thing I would say is we all know that there's a risk in selection. There's always the risk of, in other words, are we doing a great job in terms of being as fair and as unbiased as possible? And we wanted to see if the situational judgment test could improve this process. So I'll hand this over now to Dr. Wycliffe Jones. Great, thanks, Ed. Yeah, the great summary of why we actually chose to do this situational judgment testing. And definitely one of the things we set out to do was to contextualize it for family medicine. There is an SJT off the shelf available in Canada that's used widely. It's not specific to family medicine, and there were a number of reasons why we wish to specifically contextualize it, and I'll talk about that in a minute. Just a reminder about SJTs, for those that don't know. Usually, the applicant is presented with a scenario and then asked to either choose from a set of responses, either to rate them appropriate, not appropriate, or to rank them top to bottom, or to do a free text response, in other words, a typed response. SJTs have been shown to have very good predictive validity for assessing non-academic attributes in recruitment to health professions. And I've listed these here because these are the ones we included in our SJT: empathy, teamwork, and professional integrity, and adaptive expertise. And we developed these on our initial discussions with help from the College of Family Physicians. And we developed scoring keys. So an SJT is not a single best answer test. Usually there is a scoring key where an applicant will score the maximum if their responses match the scoring key. And then the further away you are from the scoring key, the lower you score. What we really liked about the SJT was that it seemed to address quite a number of the recommendations in our report that I had mentioned, and particularly around widening diversity and reducing bias. And there's good evidence that there's emerging evidence that SJTs can help with that. And I suppose the last thing which really helped us was a big meta-analysis in 2020 that showed really good predictive validity around construct relevant outcomes around, for example, in training, evaluations, and professionalism. So lots of good reasons why we went ahead. Well, we thought there were good reasons why we went ahead with developing our SJT. Of course, we didn't realize how much work it was going to involve, but we were pretty naive about that at the time. What we did was, thanks again to Mel from the Work Psychology Group who's on this call, they've been using SJTs for decades now in the UK and already have an established validated item bank that we borrowed from.
And then we worked heavily with work psychology group to contextualize it for family medicine residency. And a big shout out for those who helped with and attended a validation workshop in June. We invited leaders, advocates, learners, ex-learners from all different perspectives. Very much appreciated the input of the Black Medical Students Association of Canada. We did recognize the minority tax implications of inviting leaders and advocates to this workshop, but it still seemed to work, and very much appreciated their input to the design of the test. Alain did some amazing translation, but we did also use a translator from the Medical Council of Canada to actually translate the test into French, and then we back translated it to make sure that it was accurate, and I'll come back to that in a minute. We piloted it in the fall with probably a lower number of residents than we really wanted to, and they were our access group using residents rather than students. And then we tweaked some of the items through a subject matter expert review and after that pilot. What that led to, and I'm not going to read through this shopping list here, but Ed mentioned 6 programs working collaboratively, and it has been an incredibly positive and collaborative experience across the programs. A mandatory requirement for all Canadian grads and IMGs in 3 of them, and Canadian grads in the Ontario programs. We kept the cost to a cost recovery. There was a 2-week test window in January. The test involved 27 scenarios, 130 items, and there was remote proctoring. It's really important to mention here that the scores that we generated, because it was the first year of the test, were used extremely conservatively by the programs in their final ranking decisions and not used to determine interview offer status. Just a quick run through some of the psychometrics. Overall, for a first test, we had 1,800 people sit the test, which was a lot of candidates. 660 applicants to University of Ottawa. I've included the stats here, thanks to Mel for these. Overall reliability, we thought was pretty good, 0.73, slightly lower for the Ottawa applicants. Pretty good reliability for this kind of test, and definitely an acceptable level of reliability as well. Nice distribution curves. We looked at difficulty. So the higher the score, the less difficult the test. And those who sat the test in English seemed to find it slightly easier than those who sat the test in French. We're informed that actually SJTs for health professions selection probably are usually a little easier than our test, usually in the 70 to 80% range. So the test was probably a little more difficult than as usual. Our group comparisons, we ran a demographic survey associated with the test. Some interesting results from this that we need to pay attention to. There was a small difference between those who completed the test in English over French. Those who completed the test in French seemed to perform less well than those who completed in English. Those who identified themselves as female performed significantly better than males. Again, a small group difference, small group effect size. IMGs, there was a larger difference between IMGs and CMGs, where CMGs performed significantly better. We gathered other demographic information, but we only had enough applicants to make one statement about this at the moment, although we're going to continue the study, that there was no significant difference between those who observed, who identified themselves as white over Asian. Pretty positive evaluations from those who sat the test, actually really positive and very reassuring, relevant to the role. And relevance is important because that's been shown in the studies to be one of the main predictors of how fair people view, candidates view a test. Appropriate level of difficulty, slightly lower for the French candidates, which might tie in with the difficulty ratings we identified earlier. Fair for all applicants. I mean, look at these were very, very reassuring. Also, the rating and ranking formats were also evaluated positively. A couple of things we're paying attention to. Some found that there was insufficient time and that the navigation was not that easy. So to sum up, after a lot of work from everybody on the team, and I want to echo Ed's acknowledgement of the incredible work that everybody put into this, developing a new online SJT from start to finish was way more work than
I think anybody was expecting, and especially me, and lots of lessons learned. We are planning for 2023, building on the lessons. We're going to review some of those scenarios. And we're definitely going to take a look at that English-French group difference. There were some technical glitches. I'm sure not surprising for those around the table. We need to continue the group comparisons. We're running some concurrent validity analyses with selection assessment data this year. Of course, as Ed pointed out, that's assuming that the other assessment data is actually valid, but we are going to do that. And we're hoping to kick off a predictability project in July over the next couple of years, which of course is the gold standard for this kind of test and selection. Thank you very much. I realized that was fast and I probably had a bit of a Scottish accent. So Ed and I are both happy to take questions based on this. I'm going to try and stop share if I can. I'm not quite sure how to get there. There we go. There we go. Thank you. So, thank you, Ed. Thank you, Keith. We do have a few minutes for questions, and I can see we've got a couple right away. So I don't know who is first, Lisa or Lynn. Thanks so much, Keith and Ed. Can you? I mean, the process is really interesting, and evidently it's been a huge amount of work and effort and collaboration. I still can't wrap my head around what the test is asking exactly. And I know you probably can't show us the questions, of course, because I don't want to ruin it. But what is being asked, or what are they like? What is it exactly about? Like, if I had to do the test now, I'm an experienced family doctor. What would I be preparing? How would I be preparing? And what can I tell my trainees in preparation for this? Because it's kind of a new animal, and I'm not sure I can wrap my head around it. Ed, do you want me to answer that? You answer that, and then I'll put in my perspective at the end of that, because that's an excellent question that I asked Keith. The good thing is that we provided examples to all the candidates, and it was great to see that those positive evaluations. Basically, so there were 4 attributes we looked at: professional integrity, team collaboration, empathy, and adaptive expertise. And then what would happen would be there would be a scenario. So the scenarios were all based on being a family medicine resident. So you would be a family medicine resident, you're about to go off shift, and a nurse comes and asks you to sign off on a discharge set of medications. That's going to take you a bit of time, but you know that you've got, I don't know, a tennis game to get to. And please choose from the following responses, or rank the following responses. So that would be looking at, for example, teamwork and collaboration, because you're working obviously with another healthcare professional, but it might also be assessing professional integrity as well. Basically, the test is aimed at looking at non-academic attributes, and a good overall umbrella for that would be doing the right thing at the right time. But the actual items have been validated previously in the UK for the specific attributes that we've been looking at. So it's not that we just made them up, we contextualized them, but they have been previously validated for those specific attributes. And I'm happy to share the information because for the test, because we do have examples of those exact scenarios. Does that answer your question? I'm hoping it does. Well, it sort of does. I'm just wondering how specific it is to family medicine, because, you know, professionalism and finishing up writing your orders before you go off is something any specialty would want from a resident. So, like, is the goal to, is this sort of an additional screening tool to make sure you're picking the best candidates, or is this an additional screening tool to make sure you're picking the best candidates for family medicine? So there's a couple of things about that. For sure, the attributes are generic, and the item bank is generic for the attributes, not the discipline. But what happens is that if the kind of, you lose the specificity that we wanted to build in by putting those who are sitting the test into the context of family medicine. And what that does is that it makes the test more authentic. It probably does increase the specificity for the candidates, but it also increases the level, the perception of fairness of the test. Does that make, I mean, and that's quite important because that increases the credibility with those who are sitting the test, and it also reassures those that are using the scores for selection. The bottom line is SJTs are really good at selecting out,
and not necessarily selecting in. And ultimately, in future, a validated SJT for family medicine in Canada may be used more in those lines, but we don't have the data for that yet. I'm sorry I'm rushing these responses. It's a huge, huge area. And just to time add for one more. Oh, I just wanted to add to that just quickly, Lise, and I had the exact same question as you. And before, and being part of this, I really had to understand that that's exactly what was going on. And I just wanted to just answer that the latter part of your question, which was, how do you tell your medical students to prepare for this? You tell them not to prepare for this. There is no preparation needed or required. And in fact, that would probably be an incorrect thing to do. You want them to just do it. There's no preparation, and it could actually skew the response, their own personal responses incorrectly. So. Question is regarding the questionnaire in French, because sometimes when you have I don't know who did it in French. I don't know if it was done from French from scratch or translated, but when it's translated, usually it's not the good words or the good translation. Usually it's not the best. I was wondering who did it and how it was done, just because that can explain why the discrepancy between the two. Yeah, no, I was aware that would be a definite. I mean, we're dealing with the results. It was a small effect size. So what we did was we contracted with a translator who works with the Medical Council of Canada, a very experienced translator who did a great job on translating the items. And then we reviewed the translation internally with two French-speaking program directors. So they checked I think, I understand what you're saying. Not being a French speaker, there is nuance that actually I think has caused some problems for the College of Family Physicians of Canada as well. So we did a double check on that. They looked at the translation, corrected some, not much. And then what we also did was we back translated the French items back into English to check for the accuracy of the items. So we were pretty rigorous. The UK group were not able to do that for us, and I think it wouldn't have made sense. We definitely needed to do this in Canadian environment, and we're pretty happy with it. So the question is, obviously, the question in all tests like this: how much of the comparison, how much of the effect size difference is due to the language, and how much of it might be due to the candidates, and that will be forever the issue with these kind of tests. But it was a small effect size, but it's important, and we're going to go back and look at those items for sure, Lynn. Yeah, I'm just interested because at Ottawa U, I think students have to write it in French, but they can always look at the English version because sometimes the English part is easier to understand. So do you have that? No, we did not. You had to, and that's an interesting idea. There's some complexity in how the test would be delivered in an online environment around that. You're either in one test or the other, and you make that decision right at the beginning. And once you're in, you can't get out. So, but I hadn't thought of that. That's an interesting idea. Oh, there's a ton of questions in the chat that I haven't had time to answer. I do apologize. Selecting out, I'll finish off, Kendall. It's not a single correct answer. I don't know if Kendall's still on the line. It's not a single correct answer. It's just a set of scores. And there is some evidence that once SJTs have been established, that it works both ends. In the UK, where they use an SJT as part of an assessment for selection, those who are in the highest quintile proceed to ranking. They don't need to attend selection centers because there's good validation evidence for the performance of an SJT. But there's also good evidence that if you're in the lowest quintile, that you really it isn't that you would be selected out. It's that you would be ranked quite low on the overall ranking. There was a question about consent. Yeah, that's what I was going to say. That was a good question. Yeah, you go ahead, Ed. I think that's a good. We didn't specifically do that necessarily in terms of long-term data for what did he say in terms of administrative databases or CFPC? But what do you think about that when they're out in practice, looking down the road? You asking me? Yeah, I'm asking you actually, because I think that's a great question. I mean, I think the predictive validity study that's coming up will be the next step, which will be looking at in-training performance of those. We've already got the scores for 2022. So those who match the family, we'd be looking for them to opt in to performance tracking.
which would be on an individual basis. There would be no reason to do a future study looking at in-practice performance. That gets way more difficult, can I just say. I mean, we just presented a study at CCME looking at quality indicators based on residency training program. That's a different kind of study, but it is possible, and good idea again. I think there's a lot of research that we still need to do on this test. This is just early days. Just getting it deployed and getting what we presented today was just the first step. Lise? Yeah, I can only make a plea for getting people's consent, and of course it you know, they obviously can consent out if they don't want to, but we're struggling right now with issues of trying to access physician data for other studies completely unrelated, but and furthermore, I do know there's an interest, certainly the Medical Council of Canada has been doing a lot of kind of follow-up performance assessments 5 years into practice and whatever. So getting people's consent to link to college data, and also to health administrative data, because when we're looking at prescribing quality in population health databases, we can identify the physician, but we can't backtrack to their performance assessments from earlier years, like these kinds of exams, for example. And it would be good to be able to do this down the line. And the questions that this type of data can answer are not necessarily questions we even have in mind today, right? So it's sort of laying the ground for facilitating future work, which can then later on feed back to help the selection process. So I would encourage you to try to include that in your in future exams, that people can consent to having their data used for research purposes in anonymized forms. It's not going to come and bite them in the tail. Like but I think that can be extremely useful and will make the life of those of us who do research, health admin data research, a lot easier, believe me. I appreciate that. We're the UK. The reason why we're working with the group in the UK is they've done that kind of work. So we learn a lot from that group in terms of approaches to validation. Again, I said gold standard was in training performance, but absolutely gold standard is in practice performance. If you're assessing for professional integrity, we want to know that once you're in practice, that is an attribute that you continue to demonstrate. So yeah, huge. That'll be the next 20 years. And Ed will be leading that. So good on you, Ed. Okay, everybody. Great continued discussion. Really looking forward to seeing how this progresses. So thanks to all three speakers, and thank you to all of you for sticking around and for hearing the presentations today. So much appreciated. Have a good day, all.